Hey, what's up guys? Bienvenue au Samcraft. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On démarre un nouveau projet seulement sur l'ordinateur. Ça va vous permettre à la fois de faire plusieurs tutoriels, mais aussi de voir comment qu'un pipeline de production dans le vrai industrie est. Donc, je pars un petit projet d'animation, d'image de synthèse, qui est basé sur de quoi que présentement je trippe, c'est faire des Lego. Je me suis acheté des sets de Lego, je joue aux jeux de Lego sur la console avec ma copine et je crée des histoires dans ma tête de scénarios, de films de Lego. Et celui-ci m'a été inspiré par un petit poster qui est dans un de mes sets Lego. Et c'est basé sur le film Ninjago. Et j'ai pensé faire comme un petit court-métrage qui est juste un walk cycle, un cycle de marche d'un personnage Lego qui marche devant la caméra avec un générique qui se déroule juste à côté de lui, un peu comme dans les finales de certains films d'animation. Donc, c'est une bonne occasion pour vous montrer une introduction à Maya. Donc, je n'irai pas dans le super basic, donc vous montrer l'interface et tout, mais je vais tout de suite vous sauter sur la modélisation d'un personnage. Bon, c'est un personnage relativement simple. Il est plus mécanique qu'organique, dans le sens que la tête d'un Lego, c'est un cylindre. Donc, modélisation, on va ensuite le déplier pour pouvoir faire des textures. On va faire un look dev qu'on appelle pour pouvoir faire un shading, donc appliquer les réflexions selon un tel éclairage pour donner vraiment le look que les films de Lego ont. Et ensuite, on va le riguer ou faire un squelettage. Donc, on va y faire une charpente pour pouvoir ensuite l'animer et faire ce cycle de marche qui va marcher devant la caméra, tout confiant, tout héroïque. Et ensuite, on va rendre tout ça avec un bon éclairage et on va faire des petits tweaks dans Nuke pour pouvoir faire du compositing. Et ensuite, on l'exporte et on va avoir un beau produit final à présenter. Et vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est modifier un peu le personnage de base et ensuite créer votre propre histoire si vous voulez. Une fois qu'il est rigué, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'animer comme vous voulez. Moi, je vais faire un cycle de marche parce que c'est le plus simple. Et au final, vous allez voir comment que les clés, poser les clés, comment que ça fonctionne et tout. Donc, vous allez pouvoir expérimenter. Mais oui, le seul projet que je crois que je vais faire en 2018, c'est ce petit projet-là. Plus les projets traditionnels que je me suis imposé, les 3 projets. Je crois que ça va être suffisant, mais ça va être un super bon projet et une super bonne base pour vous montrer Maya, Nuke et d'autres projets, d'autres programmes comme ça. Donc, on commence ça maintenant. Bienvenue dans Maya 2018. J'utilise la version étudiante parce que la version professionnelle est plutôt chère si vous voulez juste faire des tutoriels. Bien sûr, si vous devez vendre vos modèles, vous devez avoir et posséder une licence professionnelle. Sinon, c'est comme voler la compagnie et il y a une façon de retracer si votre modèle est une version étudiante et vous pourriez être sérieusement poursuivi pour cela. Donc, 240 par mois, ça n'a pas de l'air gros, mais c'est quand même un paiement d'auto. Donc, je vous conseille d'utiliser la version étudiante, spécialement si vous êtes un étudiant ou vous êtes juste quelqu'un comme un hobbyiste qui veut s'amuser. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est apprendre Maya. Donc, la version par défaut, la version étudiante ou la version d'essai, c'est une version de 30 jours. Vous pouvez y accéder sur le site de Autodesk. Et Free Trial, vous allez chercher Maya ou peu importe le logiciel que Autodesk vous permet d'aller chercher. Vous pouvez aller chercher 3ds Max, vous pouvez aller chercher AutoCAD, vous pouvez aller chercher Inventor. Tous les logiciels de Autodesk sont disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on veut en partant? On utilise un Lego comme référence. Les Lego, c'est des unités de mesure qui sont plus souvent en millimètres. Donc, par défaut, Maya joue en centimètres. Donc, chaque carreau représente 1 centimètre. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que ça devienne des millimètres. Donc, on va aller dans Windows. On va aller dans Settings, Préférences. Et on a dans Settings
les mesures linéaires, on devient en millimètres. Vous voyez comment ça va changer. Ça va rapetisser le tout. Donc, un carreau qui était avant 1 cm est divisé en 10 ou plus. Et ça devient 1 mm. Et du coup, quand on tombe ici dans les vues orthographiques, on a des petits carreaux au lieu d'avoir des plus gros carreaux. Ça n'a pas de l'air important, surtout quand on fait seulement du CG. Mais sachez que Maya peut utiliser des vraies unités de valeur et du coup, vous pouvez exporter et les imprimer si vous voulez. Ça va être respecté. Si vous les importez dans ZBrush, même chose. Ça va être respecté dans les unités de mesure. Donc, nous, on tente le plus possible de faire un peu des deux. Et si on regarde nos références qui sont dans références par défaut, vous avez le dossier que je vous ai créé, ref, vous avez les images orthographiques d'un ancien modèle Lego que j'ai fait. Je l'ai fait il y a 3 ans en utilisant les vraies valeurs que j'ai calculées avec une règle. Et c'est ça, la tête, une tête fait 1 cm de diamètre. À partir de là, j'ai mesuré tout le reste. Mais en sachant que la tête fait 1 cm de diamètre, ça nous permet de faire que nos images de référence vont être toutes agrandies à la grandeur désirée. Donc, 10 unités ou 5 d'un côté, 5 de l'autre pour faire 10 au total. Donc, 10 mm fait 1 cm. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est barre d'espacement sur la fenêtre ou le panel qu'on veut zoomer dedans, donc le front. Et on veut aller chercher l'image par défaut. Mais avant tout ça, étant donné que l'image par défaut se trouve sur le bureau, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on va tout sélectionner, on va copier et on va le copier dans notre dossier projet. Présentement, on n'a aucun dossier projet, on va le créer. On peut sauvegarder nos scènes dans un dossier, sauvegarder nos images dans un autre dossier, mais si vous n'avez pas un dossier bien avec une bonne hiérarchie, vous allez vous perdre sur votre ordinateur, vous allez chercher vos trucs. Donc, Maya a ce qu'on appelle les projets. Vous allez dans File, Projet Windows, et vous allez dire qu'on en veut un nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer un dossier qui contient plein de sous-dossiers. Donc, vous allez sauvegarder vos scènes dans scène, vos images sources, vos références ici, vos clips de son, vos films exportés. Tout va être sauvegardé ici. Toutes les autosaves aussi vont être à la même place. C'est super pratique. Donc, vous trouvez un nom. Moi, je vais appeler ça le LNP pour Lego Ninjago Poster parce que ça m'a été inspiré d'un projet, comme vous le savez, de poster. Ça va se retrouver dans le dossier de documents Maya projet. Quand on fait accepter, il ne veut pas. Parce qu'il y a une erreur. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est aller créer un projet pour mieux organiser nos choses parce que si vous n'avez pas un projet avec des sous-dossiers, pour regrouper toutes vos choses, vous allez vous perdre. Si vous sauvegardez, exemple, vos scènes dans un dossier et sous le même dossier, vous avez vos images de référence, ça va devenir un mess. Sur certains projets, là, c'est un petit projet, mais si vous allez dans des plus gros, plus complexes, avec plusieurs personnages, vous voulez vraiment vous organiser. Donc, dans Maya, on a qu'est-ce qu'on appelle les projets. Donc, dans File, Projet Windows, vous cliquez dessus, vous allez vous créer un nouveau projet qui va de base aller sous les documents Maya Projet, qui est une excellente place, et vous allez le nommer LNP pour Lego Ninjago Poster. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. L'important, c'est que vous ayez un dossier avec tous les sous-dossiers qui vont se créer dedans. Quand vous faites accepter, vous avez dans les documents le dossier qui se crée et à l'intérieur les sous-dossiers, comme je vous ai dit, que quand vous allez sauvegarder vos scènes, ça va se sauvegarder par défaut dans scène.
Les images que vous allez exporter vont aller dans soit Render Data ou dans Images, dépendamment du renderer que vous allez utiliser. Nous, on va utiliser Arnold parce que maintenant, avec 2018, c'est celui qui vient par défaut. Donc, maintenant qu'on a notre dossier créé, on va aller dans les sources images. On va se créer un dossier qui s'appelle référence ou ref. Double-clic et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les images qu'on a préalablement été copiées. Donc, si on veut, on peut retourner et dire ces images-là, je les copie. Copier. Coller. Et maintenant, on a une copie sur eux. Si, exemple, vous allez déliter votre bureau, ben, vous allez avoir perdu vos images de référence. Quand vous allez réouvrir votre scène, il va chercher les images de référence ou il va juste pas les loader. Vous allez les chercher, vous n'allez pas les trouver. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir une copie directement dans un dossier que, au pire, vous trimballez celui-là, vous le copiez sur une clé USB, vous avez tout votre projet à la même place. C'est super pratique. Donc, dans Ref, vous avez vos images. Donc ça veut dire que quand vous allez aller dans View, vous allez chercher une image de fond. Donc, View, Image Plane, importer une image, il va loader par défaut le dossier source. À l'intérieur, Ref, vous allez chercher celui qui est gris parce que ça se voit mieux que quand il y a des graphiques ou quand il y a un shading. C'est mieux comme ça. Donc, on l'ouvre et voilà, il a popé. Un image plane se nomme image plane 1. Il y a des valeurs et il pop au centre du monde et il va se popper dans toutes les vues. Alors, l'image plane va bien sûr se popper un peu partout. Ce que vous voulez, c'est cliquer dessus et aller dans les attributs et lui dire de forcer le display seulement dans la caméra de face comme ça. Ça va vous éviter parce que quand vous allez loader les 4 vues, là présentement on en a 3, mais on va loader la 4e qui est celle du dessous. Vous allez vous retrouver avec plein d'image planes dans la vue perspective et vous voulez pas ça. Ça va devenir confus, vous allez avoir de la misère à voir vos éléments. Donc, on dit loader dans la caméra de front, il reste là, il disparaît dans l'image plane disparaît dans tout le reste. On a dit qu'une tête en diamètre fait combien? 10 cm. Donc 10 cm, on la sélectionne. On fait W pour pouvoir la déplacer. Qu'est-ce qu'on veut? C'est amener la tête au centre du monde parce que c'est beaucoup plus facile de créer une image au centre du monde au lieu de la créer, la déplacer ou la vuer. Et de toute manière, quand vous allez forcer toutes les autres vues, vous allez vouloir que tout se crée à la bonne place. Donc, on a notre translation. Le problème, c'est quand on zoome dessus, peu importe si on agrandit avec barre d'espacement et qu'on zoome dessus, on veut pouvoir la déplacer, on a perdu notre curseur de déplacement. On peut toujours changer le point de pivot pour le changer ici. Ça, on fait ça avec la touche insertion, insert. Vous pouvez le voir, il y a un cerne pour la rotation et il y en a un aussi pour la translation ou la translation. Donc, on le déplace. Quand on zoome, on peut dire la distance entre ça et ça n'est pas la même, donc il aurait fallu le tasser un peu. Donc, on guesse que la ligne centrée est là. Quand on zoome de plus dessus, on voit que en grayed out, c'est comme un peu là. Donc, on peut dire que le fond est juste là. Insert encore, ça devient maintenant notre nouveau point par défaut. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le déplacer pour le centrer, puis s'assurer qu'il est ici. Bien sûr, plus qu'on zoome, plus qu'on voit qu'il n'est pas tout à fait par défaut au centre du monde, à 0, 0, 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut forcer un snap. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est qu'on dans Maya, on peut dire
à un point ou une géométrie va te coller directement sur soit un vertex, soit un objet, soit une grille. Et nous, on choisit sur la grille. Donc, chaque intersection, il va se snapper comme vous voyez. Même si je veux aller au centre, il force sur les coins. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on lui dit, tiens, mets-toi au centre du monde. Donc, même si on zoome, on s'assure qu'il est vraiment au centre. Et c'est exactement ça qu'on veut. Et la distance entre les deux semble parfaite. Donc, on n'a plus vraiment besoin de la grille, sinon qu'on veut s'assurer que la distance entre ça et ça est vraiment d'1 cm si on veut. Présentement, 1 cm, c'est 10 mm, donc si on split en deux, divisé par 2, ça fait 5. Donc 5 en 1, 2, 3, 4, 5 et c'est 5.4 on dirait. Donc il faudrait rapetisser l'image par défaut. Donc on la sélectionne, on va dans Channel Box et là on a une image 1.1. Là on peut dire, on peut faire tester des valeurs 0.9. 0.9 ça réduit de trop. Donc quand on sélectionne quelque chose, on peut y aller en un clic et les charger un par un, ou on peut sélectionner quelque chose et le glisser, et sur celui qu'on arrête, ça va sélectionner le tout premier ou le tout dernier, et la valeur qu'on va rentrer, c'est la valeur qui va être copiée dans les autres. Donc 9.5, ça semble parfait. C'est pas exact, mais c'est une belle valeur par défaut qu'on doit se rappeler pour les autres. Donc, étant donné qu'on avait notre point de pivot à la bonne place, ben, il y a scalé également, il s'est agrandi à l'échelle. J'ai utilisé beaucoup de termes anglais parce que malheureusement, dans une industrie, tout le monde travaille en anglais. Et translation, rotation, scaling, c'est des termes que vous allez utiliser. C'est rarement, vous allez dire, je vais déplacer mon objet. Non, je vais faire une translation ou je vais faire translation. Donc, on a notre tête pour le front. Et comme vous voyez, le petit cercle ici, ça veut dire qu'on a encore le snap par défaut. On veut l'enlever pour l'instant parce que sinon ça pourrait nous mélanger. Dans le side, parce que le side d'un Lego figure, une tête, c'est la même chose. On peut toujours réutiliser le même, mais on va utiliser celui-là. Alors, on a le front de fait. On va aller faire celui du side, mais avant, on va renommer. Parce que c'est important d'avoir une organisation. On va renommer nos choses. Image, on tente de couper les lettres, comme ça va être moins long. Front, comme ça on va le repérer. Donc, on a la première image à la bonne place, on n'a plus besoin de la grille. On va maintenant loader celle de side, donc view, image plane, importe, on va rechercher le même. Maintenant vous savez exactement ce qu'on veut, c'est on veut que l'image du side soit au centre. Donc insertion, s'il disparaît, c'est que c'est pas bon. C'est que par défaut il load l'image plane mais il ne sélectionne pas. Donc on peut forcer la sélection. Là on fait insertion et on le déplace. On se déplace et on va guesser un peu. On peut aussi aller ici et juste essayer de guesser la distance entre les deux. Vous voyez que c'est un petit peu plus creux que là, donc ça veut dire qu'il faut se déplacer. Et je dirais que c'est pas mal ça. Fait que là on le descend, on descend aussi qu'on croit que l'autre était, qui est environ là. Insertion encore et on est à la bonne place. On fait snap et là on le déplace pour qu'il soit au centre du monde. Il faut se rappeler aussi que
on ne travaille plus en 1, on travaille en 0.95. Comme ça, c'est flush 1 cm de diamètre. Spacebar, comme vous voyez, il a loadé par défaut, il a loadé dans toutes les vues. On ne veut pas ça. Fait que dans Attribute, on dit juste dans le Side View. On fait la même chose avec le top. C'est redondant, mais c'est une bonne pratique. Référence. Et là, je vais un petit peu plus vite parce que j'assume que vous le savez tous. Insertion. J'ai dit insertion. Comme ça. La bonne chose, c'est que vous voyez, le CERN va nous permettre de guider un peu. Puis nous dire, ah, on est pas mal au centre ici. Si on compare. Si vous pouvez aussi faire un plus et un moins pour augmenter le diamètre. Si vous zoomez, vous voyez que là, finalement, il est off. Fait que, on le déplace un peu comme ça, ça a l'air bon. On peut aussi zoomer encore plus. Puis là, on voit que il a l'air d'avoir plus d'épaisseur là que là. On va le tasser. Ça, comme ça. On est pas mal centré. Insertion. On rapetisse. On est au centre. On snap. Au centre du monde. On décoche. Et ah oui, on clique et on dit forcer sur le top. Donc, notre image, tout est réglé. Sauf une chose, comme vous voyez, on va enlever les grilles de ces deux-là. Comme vous voyez, on a le devant, le côté, le dessus, mais on veut aussi le dessous à cause qu'on va vouloir savoir le diamètre, la profondeur du trou. Et c'est plutôt difficile de le savoir. On peut se guider sur le coup parce que ma vue orthographique est bien faite. Mais sinon, non, on va utiliser une autre vue pour setter le dessous. Donc, on va dans le top, ou on peut aller dans n'importe quelle autre vue, mais top, bottom, c'est logique que ça soit dans la même fenêtre. Donc, on peut aller dans Panel, orthographique, vous voyez le front, le side, le top existe, et les caméras existent aussi, mais on va aller chercher orthographic view, on va aller chercher la vue de droite, de gauche, par défaut, c'est la vue de droite, la side view. On peut être encore plus spécifique et on va aller chercher le bottom. Donc le bottom va se créer. Middle click pour pouvoir le déplacer. On va le mettre juste en dessous du top. Comme ça, on va s'assurer qu'il est à la bonne place. Et ah oui, on va renommer ça. On n'oublie pas de renommer ces choses. Donc lui, highlight, plane et side. Là, on ne le voit pas parce que la vue de top est cachée. Et on utilise le top. Et parce qu'on est dans la vue de top, on a comme vous voyez, la grille se retrouve en arrière cette fois-ci de notre image plane, contrairement à celui-ci, on va chercher la top view. Oh, là, ça devient confus. On va juste dire à la vue de bottom de rester bottom. Donc, image plane bottom. Comme vous voyez, le top view il est en dessous de la grille. Ça, c'est parce que la caméra et l'image plane, entre les deux, il y a la grille. Tandis que le bottom, c'est pas du tout ça qui arrive. Je vais vous le démontrer avec l'image plane. On va le rendre visible à nouveau. Et comme vous voyez, elle est tout en bas. Et la caméra est sensiblement à la même place. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la caméra est là. L'image plane est là, puis la grille est derrière. C'est comme un principe de calque. Vous avez une image par-dessus la grille, tandis que les autres, c'était la grille était par-dessus l'image.
qu'est-ce qu'on veut, c'est juste avoir notre image et la déplacer. Les zooms. On veut l'avoir derrière. Vous allez voir le changement, vous allez voir que la grille, éventuellement, elle va popper juste devant. On peut le mettre à n'importe quelle distance, étant donné que c'est une vue orthographique, il n'y aura pas de déformation. Mais de toute manière, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est faire forcer la vue juste pour le button, donc ça va disparaître. Donc là, on peut recommencer comme on faisait tantôt. Insertion. Aller ici. Zoomer. On est vraiment pas loin. Et c'est pas mal ça. Non. Snap au centre du monde. C'est parfait. Et voilà, on a tout. Ce que j'aime, c'est cacher les caméras, parce que des fois les caméras sont dans notre chemin. Là, on s'assure que toutes les valeurs sont à 0.5, ce qui ne devrait pas être le cas pour les deux derniers. On peut sélectionner plus qu'un élément et le changer. Et du coup, tout est à la bonne grandeur. Et c'est génial. Donc, on a seté la vue de devant, la vue de côté, la vue de dessous et la vue de dessus. Oh, excusez-moi. La vue de dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? C'est enfin commencer le modeling. Et le modeling, si on regarde à quoi ça ressemble, c'est que avant toute chose, il faut penser comment un objet est construit pour pouvoir dire ok, on va se baser sur une forme 3D de base, soit un cercle, soit un carré, soit un cylindre, un cône, un torus, ou juste une plane, un simple carré. Si on veut construire quelque chose, c'est beaucoup plus facile de le déconstruire avec des formes primitives. Comme ça, on peut dire que c'est un carré qu'on a juste écrasé sur le top. Ça, c'est un cylindre. Et on peut aussi dire que ça, c'est un cylindre. Donc, l'idée, c'est de ne pas partir avec juste rien et de le construire. On part avec une shape de base, donc un cylindre. Et parce qu'on a bien centré toutes nos choses, quand on crée un cylindre, en cliquant dessus, de base, il va nous demander de générer une largeur et une hauteur. Ça, je déteste ça, parce que je veux pas générer un peu partout, je veux toujours que ce soit au centre du monde. Je sais qu'il y a un raccourci pour ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Create, Polygon Primitive, et on va décocher Interactive Creation. Ce qui va faire qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur un objet par défaut, il va se créer au centre du monde. Où je veux. Et bien sûr, il se crée avec des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut d'un cylindre, vous pouvez les voir ici, dans le petit carré. Il va créer une hauteur de 2, radius de 1. Et 1, ça veut dire une hauteur ou une distance. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement la même. La largeur de ça, c'est la hauteur de ça. Et hauteur de 2, donc, et radius de 1, donc il colle ici. Et axis division, ça veut dire qu'il va y avoir 20 branchements. 20 branchements, c'est bon, mais il faudra avoir autre chose. Pour pouvoir modifier une forme qui a déjà été loadée, vous pouvez aller dans le channel box, dans les inputs, et vous avez tout l'historique de tout ce que vous avez fait. Présentement, il y a seulement la forme par défaut, mais vous retrouvez ici tous les éléments. Et si vous n'avez pas changé trop votre forme de base, quand vous changez des valeurs, vous pouvez l'augmenter 90 ou 5
mais nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est des valeurs rondes. Et 24, je trouve que c'est une valeur idéale. Et je vais vous l'expliquer plus tard pourquoi. Mais tiens, on va y aller tout de suite. Donc, le temps, c'est ça. Là, on crée un autre. Et lui, il est parfait. Visuellement, ils sont semblables. Lui, bien sûr, il y a plus de coins aigus parce qu'il y a beaucoup moins de subdivisions. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est que quand on fait right-click edge et que on veut supprimer des edges, parce que en modeling, qu'est-ce qu'on veut, c'est avoir le plus possible de quads. Les quads, c'est quoi? C'est des formes, des faces à 4 côtés. C'est qu'on veut avoir des faces à 4 côtés. Les 4 côtés, c'est malheureusement, si on dit exemple, je sélectionne ça, et j'en skip un. Et j'ai delete, contrôle delete. Vous avez une face à 4 côtés. Le problème, c'est que quand vous faites ça, ça arrive juste, sauf que vous avez perdu votre ligne médiane qui est en plein milieu du monde. On va cacher l'image. Oh. Comme vous voyez, on a perdu la ligne et j'aime bien avoir la croix. Tandis que si je sélectionne ça et que je dis de sélectionner, vous voyez, je garde la croix. Et c'est parfait comme ça. Donc ça, on veut pas ça. On veut avoir 24 de tours. Vous voyez, parce qu'on a délité des edges, je me souviens de l'opération, ça va comme créer un historique et à tout moment, vous pouvez retourner dans votre historique. Donc 24 et pas 20. Donc lui, on peut dire delete. Lui, on va le ramener à 0. Donc channel, on peut remplir 0. Il va repopper en plein milieu. Et là, on a déjà délité les faces du dessus. On va faire aussi pour les faces du dessous, sinon ce ne sera pas égal. Encore une fois, on fait ça parce que on veut des quads en modeling. Pourquoi des quads? Parce que le dépliage va être beaucoup plus simple et quand on veut faire des edge loops, qu'est-ce qu'on appelle une sélection tout autour, il va tenter de trouver son chemin grâce à des quads. Si vous mettez un triangle, il va arrêter. Il va quand même ici arrêter, mais au moins il va mieux se déplier. Donc, on a notre forme de base. Présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il fait 2 mm de largeur, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on peut lui dire que de largeur et de profondeur, il fait maintenant 5. Donc, il va faire au total 1 cm. Là, bien sûr, il est écrasé, fait qu'on peut lui dire que la hauteur, si on transfère dans la vue ici, il est parfait. Mais bien sûr, ici, il ne se trouve pas être la bonne hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Pour pouvoir aussi voir votre image maintenant qu'elle est cachée par la géométrie, vous pouvez utiliser le X-Ray. Le X-Ray va révéler au travers de tous les objets vos images. Donc, vous allez pouvoir au futur le modifier. Donc, qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est déplacer notre... on va utiliser la vue de côté ou la vue de devant, c'est pour vous, parce que c'est la même image, la même forme. Si on modélise un ou l'autre, ça va se refléter. Donc, j'utilise la vue de côté. Je fais W. Je déplace mon cylindre. Qu'est-ce que je veux? C'est faire en sorte que ma base est ici et mon autre base va être ici pour pouvoir monter
les faces du dessus en haut, soit qu'on fait un extrude, soit qu'on sélectionne les vertex ou on sélectionne les faces. Je vais vous montrer la première méthode et la seule méthode, à dire, que vous voulez utiliser, parce que quand on travaille dans une vue, on veut tenter le moins possible de se promener d'une vue à une autre. Ça devient confus, surtout pour les spectateurs qui nous écoutent. Donc, on fait un right-click, vertex, on sélectionne tous les vertex du haut. Et maintenant, si on fait déplacer, on peut les déplacer jusqu'en haut. Right-click, Object Mode. Et maintenant, on a un beau sling qui est exactement à la même place pour tous. On peut même framer et dézoomer juste un petit peu pour pouvoir mieux les cadrer. Et voilà. Donc, on est loin d'avoir une tête Lego. Présentement, on a seulement le sling qui forme la base. On fait l'extrude aussi pour ici. Et on va avoir besoin d'un petit bevel pour la tête, mais pour l'instant, on est très bien parti. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est sélectionner les faces pour pouvoir faire le petit top ici et le cou. Donc, pour sélectionner les faces, on fait right-click, face, soit qu'on les sélectionne une par une, ou parce qu'on ne peut pas sélectionner en cliquant et en draguant, parce que qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il va tenter de sélectionner tout, même ceux de derrière. Et on ne veut pas ceux de derrière, on veut seulement ceux d'en haut. Il y a moyen de sélectionner par en peinturant un peu. Et ça se retrouve dans le Modeling Toolkit ici. Et vous pouvez changer la sélection de pick ou marquee, donc marquee ou le pick par drag. Ça devient un petit cercle et quand vous peinturez, vous voyez, vous sélectionnez les faces sans sélectionner les autres. Bien sûr, si vous tournez off la caméra base selection, ben il va peinturer, il va passer au travail, il va sélectionner les faces de derrière. Qu'est-ce qu'on ne voulait pas justement? Maintenant qu'on a les faces sélectionnées, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que ces faces-là se rapetissent pour arriver à ce point-là. Ça, on appelle ça un extrude. Extrude, soit ça va tirer les faces et laisser un edge, ou soit ça va les shrinker ou les offsetter. Donc, on clique sur Extrude. On a maintenant un petit menu qui apparaît. Et on va rester dans cette vue-là. Donc, clic. Et le thickness, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le offset. Le offset, quand on arrive par-dessus, vous voyez les deux petites flèches. Vous pouvez cliquer. Et le left click, vous allez voir, il va déplacer les points. Et il va rapetisser ou soit agrandir selon ce que vous voulez. Et ici, on regarde dans la vue, ici, vous voyez exactement ce que ça va faire. C'est qu'il tente de rapetisser ou de les agrandir au-delà. Et on ne veut pas au-delà, on veut en dessous. Et les valeurs sont à 0.1 de différence. Donc, on ne peut pas arriver exactement au résultat qu'on veut. On peut y aller avec des tests de valeurs. Oh. 0.3. 0.4. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise le clavier, le pad numérique sur mon clavier, avec l'Enter de mon pad numérique. Parce que quand vous utilisez le Enter du pad numérique, il garde son focus sur le edit box. Du coup, vous pouvez changer les valeurs rapidement. Si vous utilisez le Enter du clavier par défaut, il fait 24-25, Enter. Dans certains cas, comme le edit box, ben, il va autoriser et valider, et vous ne pourrez plus changer la valeur à moins que vous recliquez dessus. Sur le inbox de ce Poly Extrude Face, ben, ça fonctionne. Ça se trouve que 0.25, c'est pas mal qu'est-ce qu'on veut. Donc, 0.25, idéal. On reste avec ça. Qu'est-ce qu'on veut aussi, c'est que là, Extrude In, on veut le Extrude Out pour arriver au top ici. Donc, même chose, on retourne dans Modeling Toolkit
on reclique sur Extrude. Et là, au lieu de jouer avec les thickness puis de jouer comme ça, ben, on peut toujours utiliser les flèches. On zoome et on tente d'être précis. Tiens, comme ça. On n'a pas fini. Il faut faire maintenant qu'est-ce qu'on a sur les Lego, le petit trou au top. Pourquoi qu'on a ça sur les Lego, c'est que généralement on peut insérer des blocs ou des plumes. C'est souvent les perruques fonctionnent sans ça, mais avec le temps, ils ont décidé de creuser le trou pour pouvoir se sauver un peu de matériel. Sûrement qu'ils se sont dit, si on fait un trou là, non seulement on peut rajouter des blocs Lego qui fit dans le trou, mais en plus, on sauve du plastique. Puis si on imprime des milliards de minifigures par année, on a peut-être sauvé 1 million. Je sais pas. Je sais pas les calculs, mais c'est souvent ça. Donc, extrude encore, et là, on veut le rapetisser pour qu'il rentre dans le trou. On rentre la valeur par défaut, 0.7. 0.7, ça a l'air d'être pas si mal. 0.8. Oh non, 0.6. 0.6 c'est trop. 0.0. 65. On voit que c'est un peu off. Je pense qu'on était bon avec 0.06. Tiens, on va y aller avec 0.07, excusez-moi. Ça va être juste parfait. Qu'est-ce qu'on veut? Encore extrude, in. Et là, le in, il faut guesser parce que dans ma vue orthographique, je ne vous ai pas montré c'est quoi la profondeur du trou. Mais la profondeur du trou arrive exactement à la même hauteur que la base qui est ici. Donc ça, c'est pratique. Extrude, on le déplace et on peut arriver sensiblement à la même place. Et voilà, on a déjà ce qui ressemble plus à un Lego. Donc, là, qu'est-ce qu'on veut faire? On a fait le top, on va faire le dessous. On drague, on a encore le drag, on drague la sélection. Et on n'a pas vraiment besoin de la grille, je vais l'enlever, comme ça on va pouvoir le voir. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut switcher sur la vue de bottom pour pouvoir voir le dessous. Extrude, offset, intérieur. Et là, qu'est-ce qu'on veut? C'est tenter de trouver la valeur magique. La valeur magique et 1.8. 1.8 semble bon. Donc, on veut extruder pour pouvoir arriver jusqu'ici. Extrude, on tire, on zoome. Là, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de forcer le snap sur la ligne de base. Comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on est dead center sur la grille. Pas au-dessus, pas en dessous, pas un millimètre ou un centimètre en dessous. C'est exactement là. On fait encore un autre extrude. Offset cette fois. Pour tenter d'avoir ce petit rayon. 1.5. Oh non, c'est trop. 1.07. 0.07, ça semble parfait. Vous voyez que ma vue orthographique est un petit peu off. Mais c'est pas mal ça. Je pense que je vais rester avec cette valeur-là. Extrude. Puis là, qu'est-ce qu'on veut? C'est monter pour que logiquement la hauteur du cou rentre là-dedans, comme tout Lego fait. Donc on peut calculer que si on déplacerait ça sur une ligne égale, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 de hauteur, on peut faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc le trou arriverait jusque là. Donc vous voyez, en même temps, ça vous apprend que les têtes de Lego, ben, ils ont quand même beaucoup de plastique. Et voilà. Donc, on a fini. On peut cliquer à côté. On peut revenir sur le Pick and Marquee. On peut right-cliquer Object Mode, Spacebar, et on a notre tête Lego. Ça veut dire on n'a pas encore notre tête Lego. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la rondeur que toutes les têtes Lego ont. Et ça, c'est avec des bevels qu'on peut y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez remarqué sur les Lego minifigures, il manque les bevels. Les bevels, c'est qu'est-ce qu'il y a ici. Ici, à vrai dire, toutes les moules doivent avoir un petit bevel, sinon il n'y a pas de... Le vent, l'air doit se placer exactement pour pouvoir démouler facilement. Donc, il faut des petits bevels un peu partout. De toute manière, il n'y a aucun moyen d'avoir des angles droits. Ça serait coupant pour les enfants. Donc, des bevels partout. Donc, on commence par les petits bevels qui sont faciles. Ceux sur les côtés ici, sur le bord. Et là, on va aller vraiment gérer random. On n'ira pas avec des valeurs sûres. Deux façons de sélectionner Edge Loop, donc aller tout derrière, trois versions. Soit on fait Shift et on clique et on continue de cliquer sur le tour et on sélectionne, mais c'est vraiment long. Soit qu'on clique ici, on double-clique à vrai dire, et là il va tenter lui-même de faire le tour. Ou soit qu'on clique et on double-clique vers la destination et il va lui-même poursuivre le chemin. Qu'est-ce qui peut arriver comme ici? C'est si on double-clique, il ne va pas faire le tour, mais il va tenter d'y aller vertical. Et ça, c'est pas idéal. Donc, façon de corriger pour faire le tour, c'est qu'on sélectionne la première, on shift-clique, shift double-clique, et là, il va comprendre qu'on veut tenter de faire le edge loop sur le côté. Donc, on n'a pas de problème ici. Double-clic et double-clic. Ça veut dire, lui et lui, je pense qu'ils vont être une différente, un bevel différent de lui. Donc, double-clic juste sur lui. Et on va ici dans Modeling Tool Bevel. Et quand on clique sur Bevel, il crée déjà un bevel. Vous voyez que le bevel est beaucoup trop prononcé. Dans ce temps-là, on le réduit. Et on le réduit vraiment au minimum. Qui est quasi 0.05, je dirais. C'est vraiment le minimum. Et ça devrait être suffisant. On ne veut pas faire... On peut y aller avec un autre segment, ça veut dire qu'il va tenter de faire plus de rondeur. C'est pas ce qu'on veut, on peut le faire directement de toute manière. On veut tenter de sauver un peu de polygones où on peut, et ça on le verra peut-être jamais parce qu'on va avoir un chapeau de toute manière dans la scène qu'on veut créer. Donc on y va juste pour tenter de faire une tête accurate ou fidèle. Même chose pour ce double-clic, shift double-clic de Edge, Bevel, et là on a un gros bevel qui est peut-être juste qu'est-ce qu'on a besoin, même que je crois qu'on pourrait l'accentuer un petit peu plus, parce que si on regarde un Lego de base, on a quand même beaucoup de... On a un bon bevel, mais on voit beaucoup de flat. Donc, je dirais que la valeur par défaut, 0.5, c'est idéal. On va faire la même chose ici, mais on ne peut pas faire le bevel ou faire la transition. Comme vous voyez, il va arrêter parce que c'est des... Il ne sait pas dans quelle direction aller, il n'y a pas des points de référence. Fait que ça, pour corriger ça, c'est simple, on va créer un edge loop au milieu. On va sélectionner les faces avec le drag. Comme ça. On va faire un petit extrude juste pour dire qu'on est à l'intérieur.
comme ça. Bon, peut-être un petit peu moins prononcé. Voilà, juste comme ça, juste pour dire qu'il y a un edge loop. Puis là, quand on sélectionne les edges, on fait double-clic. Là, il va sélectionner tout autour. Donc, on utilise le bevel et ça, le bevel, on va rapetisser au minimum 0.01, 0.2. 0.2, ça serait idéal. Donc, Object Mode, on voit déjà que c'est beaucoup mieux. On clique. Donc, on a le top. On va faire le dessous. Dessous, c'est le même principe. Double-clic, bevel. Rapetisse le bevel à 0.2. On a dit 0.1 en haut. 0.1. Même que, ouais, c'est 0.1. Lui, un petit bevel. Ça, par défaut, c'est parfait. Lui, on va pas vraiment s'en préoccuper parce que jamais on va voir l'intérieur. À moins que vous coupiez les têtes de Lego et vous les disposiez à terre et que sous un angle de caméra, vous voyez l'intérieur. Peut-être ça va être utile, mais sinon c'est le même principe qu'on a fait avec le haut. On fait un extrude in, on fait un petit bevel et ça règle le cas, mais on va sauver des polygones. On le fera pas. Et voilà. Donc, on a notre tête Lego. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la rondeur qu'il y a ici. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va d'abord lui dire où s'arrêter. Il va le faire par défaut. Mais si vous remarquez sur les Lego, si on zoome un peu, vous voyez comme le reflet de la séparation qui se crée quand que vous avez le changement d'angle. Ça, c'est juste dû comment que le moule a été construit. C'est vraiment c'est flat et ensuite ça commence à faire un bevel vraiment prononcé. Du coup, il y a comme ce qu'on appelle en anglais un seam qui va dire ok, c'est ici que ça allait arrêter. Donc, on va tenter de reproduire ça parce que c'est vraiment qu'est-ce qui est significatif aussi sur le Lego. Et avec le reflet, ça va paraître si vous ne le mettez pas. Donc, pour ajouter un edge loop qu'on appelle, on va aller dans... On va zoomer d'abord. Ah non, on va aller dans une autre vue. Tiens, on va aller dans cette vue-là. On va aller dans Mesh Tool, Edge Loop. Et là, par défaut, on ne voit pas les options. Pour voir les options, il faut aller sur le petit marteau aussi. Ça va loader une autre vue qui raccourcit encore plus notre vue. Mais c'est pas grave. Et on peut y dire soit tu y vas à égale distance, tu en crées 3, soit que tu y vas relatif, c'est-à-dire que quand tu cliques, tu peux le déplacer où tu veux. C'est exactement ce qu'on veut. Donc on va y dire environ ici. Et clique encore environ ici. C'est parfait. L'outil est toujours en cours. Il faut revenir à notre mode de sélection parce que sinon on va créer constamment des edge loops. Chaque fois qu'on veut cliquer, on ne veut pas ça. Donc, on a fait edge loop. Maintenant, on peut double-cliquer. On peut edge, double-clic ici, double-clic en bas parce que c'est exactement la même distance. Là, on peut faire un bevel. Le bevel, on va tenter de le créer pour qu'il arrive le plus possible où on veut. Donc ici, et en rajoutant des segments, il va rajouter la rondeur. Un segment, 2 segments, 3 segments. On va y aller à 3 segments. Et comme vous pouvez voir, c'est pas tout à fait un rond parfait des Lego. Il y a un petit peu de depth qu'on appelle. Fait que ça, si on joue avec cette valeur-là, vous allez avoir la possibilité de l'écraser pour avoir le même feeling. Et c'est exactement ce feeling-là qu'on veut. Je dirais que ça, c'est un petit peu trop. Oh. 0.75, c'est parfait ça.
Et comme vous pouvez voir ici, quand on désélectionne, ça nous donne notre team et on a le bevel et on a notre tête Lego. Là, bien sûr, on voit qu'il y a encore les polygones visibles. Généralement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne et on pèse sur le 3 qui va smoother le tout. Le problème, c'est quand ça smooth, ça perd aussi beaucoup de... Vous voyez ici, ça paraît beaucoup. Ça rend tout smooth, donc on perd les angles, les plus gros angles et le sharpness qu'on appelle du haut. Donc pour régler ça, c'est qu'on rajoute des edge loops et on corrige. Donc on clique, on fait 1 pour le ramener sans smooth et on va rajouter des edge loops. Et ça va être pas mal la dernière étape. Donc on retourne ici et on va dans Mesh Tool, Insert, et là on y va un peu freestyle. On peut en mettre un en plein milieu ici, et quand vous allez peser sur 3, vous allez voir comme la différence que ça crée. Même chose ici, on va créer un edge loop ici. Tentez de faire des beaux petits carrés, comme ça va être ça va être un petit peu plus beau quand on crée des choses qui sont égales. Là, c'est pas carré, mais on veut tenter d'être égal dans nos... comment on sépare nos choses. Ici, c'est trop court pour pouvoir en faire un. On va s'en créer un ici. Oh. Comme ça. Et lui, on peut en créer un juste ici, puis on ignore lui à cause que de toute manière, on ne verra jamais rien. Ce qu'on veut, c'est quand on va peser sur 3, on puisse voir que ça devient plus flat. Vous voyez, ça commence déjà, sauf que il faut encore ajouter des edge loops pour s'assurer que c'est qu'est-ce qu'on veut. Donc, on revient à 1 et on en rajoute. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est plus on se rapproche des gros angles, plus qu'il va forcer l'edge loop. On a toujours l'edge loop de sélectionner. Donc, on raccourcit ici. On fait ça comme ça. On les fait ici. Vraiment sous les bords. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est de forcer le crease qu'on appelle. C'est un outil qui nous permet de dire à des edges, vous allez toujours être des angles super prononcés. Le problème, c'est que c'est comme un cheat de... un cheat, donc je disais une façon de tricher le nombre de polygones. Mais je sais que dans le film Ninjago ou le film de Lego Batman, ben, c'est ça qu'ils utilisaient. Donc on peut vraiment les utiliser parce que c'est ça qu'ils ont utilisé. Donc on smooth et vous voyez beaux angles droits, ça a l'air très industriel. Ici, on pourrait accentuer un petit peu. Et comme vous voyez, quand on fait 1, le edge tente de raccourcir la distance. Le gros gap qui est ici tente de se raccourcir. Donc, si j'en crée un autre, ça devrait être juste parfait. Et voilà. Donc, on a notre petite tête Lego. Et c'est pas mal ça qui, je dirais, qui conclut notre premier cours. Ça fait la tête. Et la tête, bien sûr, on va la texturer.
et un quick look quand vous allez dans Polygon Modeling et que vous cliquez ici sur le UV Editor. Si vous n'avez pas le shelf par défaut, ben, vous pouvez toujours aller dans rendering et vous allez avoir dans texturing le UV Editor. Bien sûr, vous allez avoir des UV pour pouvoir texturer. Présentement, parce qu'on a créé notre modèle sous une base d'un cylindre, les UV par défaut, quand on utilise ces formes primitives, il y a des UV par défaut. Ils sont super. Le problème, c'est que une fois qu'on les modifie, les UV restent les mêmes. Donc, ça fait vraiment pas des beaux résultats. Si vous voulez voir les UV que ça donne, vous pouvez cliquer ici dans le shelf de Polymodeling. Vous allez sur UV Editor ou vous pouvez y accéder par Windows Modeling Editor, UV Editor. C'est la même chose. Ça, c'est un petit raccourci. Quand on clique dessus, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de modifications à la forme de base du cylindre. Et il va falloir retravailler ça quand on va changer les UV pour ignorer un peu ces deux extrémités-là, parce que de toute manière, qu'est-ce qui nous importe, c'est vous pouvez aussi voir où les signes de coupe ont été faits. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie-là où on va mettre le décalque du visage. Donc on va ignorer ça en haut, ça en bas, parce que de toute manière, c'est vraiment pas important pour notre projet. Donc on va minimiser la grosseur pour réaliser la grosseur de ceci. Donc ceci conclut notre petit cours sur la tête. Et le prochain morceau qu'on va faire, c'est le torse. Le torse qui est ici et qui visuellement va être une sorte de mix entre un cylindre et voyons un cube. Qu'est-ce qu'on voit pas ici, c'est qu'il y a un trou qu'il va falloir créer pour pouvoir mettre les bras à l'intérieur comme le vrai. Et dans les films ou dans les jeux de Lego, le problème c'est que les bras sortent très souvent pour pouvoir faire la bonne animation. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus, pour ignorer un peu le trou. Mais on va peut-être le créer pour vous montrer le principe des bouliers. Mais pour l'instant, n'oubliez pas, il va falloir aussi sauvegarder, et c'est une habitude qu'il faut prendre quand on modélise. Là, c'est des formes plutôt de base, mais quand vous allez modéliser des formes vraiment complexes, vous ne voulez pas perdre votre travail, parce que IA, comme tout autre logiciel, est très instable, et vous ne voulez vraiment pas passer, exemple, 1 heure comme je viens de passer avec vous, et perdre qu'est-ce que vous avez fait. Bien sûr, moi, je pourrais travailler beaucoup plus rapidement si je ne ferais pas les tutos. J'aurais pu le faire en quelques minutes. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment sauvegarder. C'est super simple. Comme dans tout le logiciel, vous pouvez faire CTRL-S si vous l'avez déjà sauvegardé, ou vous allez dans File, Save Scene. Il va aller dans Scene et vous pouvez vous créer un mini figure. Et je vais vous montrer la nomenclature que j'utilise. Donc, j'ai les minuscules, majuscules pour le deuxième mot. Je fais un tiret pour dire la version, donc V01 pour dire que c'est la première version que je crée. Et si, exemple, je fais de multiples sauvegardes sur la première version, je vais rajouter des lettres. Donc A, si, exemple, là, je sauvegarde, ça nous dit vous allez sauvegarder en version étudiante. C'est tout à fait normal. Donc, si exemple, j'ai fait des modifications, je continue à sauvegarder. Au lieu d'écraser la version qui existe, on s'en crée une autre. Save as, et là, on va dire, version B. Et ainsi de suite. Ça va augmenter de plus en plus la taille du fichier. Et éventuellement, vous n'aurez pas besoin d'avoir une vingtaine de fichiers sauvegardés. Vous pouvez garder le dernier, le premier, et ça va être suffisant pour vos archives. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir un gros
espace disque et sauvegarder autant qu'on veut que être limité avec juste un. Et si, exemple, le fichier se fait corrompre, ça peut arriver. Vous pouvez plus jamais ouvrir votre dossier, votre fichier. Du coup, c'est un peu chiant d'avoir perdu une sauvegarde que vous avez faite au bout de, exemple, 3 heures de sauvegarde. Si vous voulez récupérer le fichier juste avant, c'est 3 heures que vous avez perdu, donc vous devez recommencer ce que vous avez fait en 3 heures. C'est vraiment chiant, surtout quand vous êtes dans des deadlines dans la production, vous les sauvegarder le plus souvent possible. Moi, j'ai tendance à sauvegarder avant juste certaines opérations qui peuvent faire crasher Maya. Mais bonne habitude, quand on fait du modeling, je sauve aux 20-30 minutes. C'est simplement, et comme ça, si ça plante ou si ça corrompt, je reviens en arrière d'une version. J'ai perdu 20 minutes. 20 minutes, c'est pas trop grave. Et généralement, quand on modélise quelque chose et qu'on le refait, on le refait plus rapidement. Donc, ce que j'ai fait en 20 minutes, je peux peut-être arriver à le faire en 12, en 15, peut-être en 10. Tout dépend. On a fait une tête et c'est ce qui conclut la première partie de notre tuto de modeling du minifigure Lego.